Alors, je vais commencer par saluer les quatre intervenants qui sont présents aujourd'hui. Je vais commencer par Noémie House de Accro. Bonjour Noémie. Bonjour. Ensuite, nous avons également autour de la table Guillaume Vétergenoux du CEMIA. Bonjour Guillaume. Bonjour Anna, bonjour Sébastien. Nous avons également Guillaume Faki de BioVallée France. Bonjour Guillaume, salut, à nouveau. Ouais, salut Anna, salut Sébastien. Et nous avons sur le plateau, qui est en train d'arriver et de s'installer, Pasquine Constant. Bonjour Pasquine. Bonjour Anna. Alors pour commencer, je vous propose de commencer avec Noémie. Noémie House, tu es chargée de projet chez Accro. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Accro? Noémie House. Alors, est-ce que vous m'entendez, c'est bon? Oui, on t'entend très bien. Parfait. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors, Accro, c'est une structure qui accompagne et dynamise l'écosystème des industries culturelles et créatives dans les métropoles du Grand Est et dans la région Grand Est. Et l'idée, c'est de faire l'interface entre les acteurs économiques en faisant des actions de promotion, de sensibilisation et d'aller les accompagner, les acteurs créatifs, pour favoriser en fait les collaborations entre les secteurs, notamment les secteurs qui croisent art, sciences et économie. Super intéressant. Mais alors du coup, concrètement, qu'est-ce que Accro pourrait apporter aux projets issus de Hacking Health Camp? Alors, Accro pilote un dispositif qui est connu peut-être de certains, qui s'appelle Tango et Scan. C'est un appel à projet qui existe depuis 10 ans maintenant. Cet appel à projet, il est présent sur les métropoles de Strasbourg, de Nancy et de Metz. Et il permet du coup de financer les phases de prototypage. Donc, par exemple, on pourrait apporter, les métropoles pourraient apporter un financement qui peut aller jusqu'à 20 000 € sur la phase de prototypage ou de mise sur le marché. Au-delà de ça, Accro peut faire la mise en relation aussi avec des acteurs créatifs, numériques, avec l'écosystème qui est désormais constitué de plus de 400 entreprises qu'on a déjà soutenues. Donc, c'est un vrai booster en fait dans les projets d'avoir le bon interlocuteur au bon moment. Donc, on fait beaucoup de mise en relation avec notre écosystème et on accompagne les projets avec du conseil, du suivi pour favoriser en fait la phase de prototypage et de création de l'entreprise. Alors, Hacking Health Camp existe depuis plusieurs années, Tango et Scan aussi. Est-ce qu'on a des projets qui sont issus de Hacking Health Camp qui ont déjà été lauréats de Tango et Scan? Oui, bien sûr, et on se réjouit chaque année de voir des projets qui viennent postuler puisqu'ils sont généralement ultra intéressants. On a par exemple Insimo qui, me semble-t-il, avait postulé, participé au Hacking Health Camp. Ils ont été lauréats avec le projet Simon Care en 2019. Oui, tout à fait. Il était là hier, Pierre-Jean Bensoussan, pour nous parler de ce projet qui a continué après l'événement. C'était formidable. Voilà, donc Insimo a travaillé par exemple avec un designer sonore et un illustrateur médical dans le cadre de Tango et Scan. On a aussi HypnoVR qui a été lauréat en 2018. Donc dans ce cadre-là, ils ont travaillé avec des compositeurs de musique, donc de la composition de musique pour les dispositifs d'hypnose sous casque VR. On en a plein d'autres depuis 10 ans, mais voilà ce que je peux vous donner. Intéressant. Donc pour résumer, si je comprends bien, le fait de pouvoir remporter un financement Tango et Scan permet de poursuivre le prototypage. Donc on peut finaliser le prototype et en même temps continuer la démarche qui suit. Et alors du coup, comment est-ce qu'on peut candidater à Tango et Scan ? Alors, justement, pour poursuivre la démarche dans Tango et Scan, nous, on considère que c'est ultra intéressant de travailler en binôme d'acteurs, enfin binôme ou consortium d'acteurs, puisqu'on cherche à mêler le secteur créatif numérique à des autres secteurs. Donc, parmi les conditions qu'il faut réunir, c'est d'accepter de travailler en petite équipe sur un projet. Et dans cette équipe, il faut qu'au moins une des structures soit issue du secteur créatif ou numérique. Par exemple, ça peut être un designer, un UX designer, un développeur. Donc, il faudrait qu'il y ait une entité créative ou numérique dans le projet. Et ensuite, tout secteur d'activité peut postuler, y compris le secteur de la santé, donc à travers différentes startups, par exemple, qui peuvent postuler. Ensuite, parmi les autres conditions, il faut être en phase de prototypage ou de mise sur le marché. Il faut avoir un besoin effectif de financement.
Et puis cette année, on a une thématique un peu spécifique qui est une thématique autour du spatial et de l'utilisation des données issues du secteur spatial. Et on travaille avec le Centre d'études spatiales et le Booster iSpace pour trouver des projets et accompagner les projets. Donc si parmi le secteur de la santé, il y a un besoin d'utilisation de données issues du secteur spatial, et il y en a beaucoup en fait qui pourraient être déployés après dans divers secteurs du civil notamment. C'est l'occasion de postuler cette année. C'est une thématique de détection qu'on a. Et puis, du coup, il faut postuler avant le 15 avril, 23h59. Donc, c'est la date limite pour postuler, pour déposer son dossier. Ok, encore 15 jours. Ok, c'est noté. Écoute, merci beaucoup Noémie, c'est très intéressant. Merci pour cette initiative. Donc, Tango et Scan, possibilité de postuler jusqu'au 15 avril. Je vais continuer avec Guillaume Vétergenou. Bonjour Guillaume. Bonjour Anna. Donc, Guillaume, tu es directeur du pôle Deep Tech et Healthcare chez Semia, incubateur de start-up. Est-ce que tu peux nous expliquer la mission de Semia? Oui, bien sûr. Bien, déjà, en fait, on a un incubateur public et régional qui est non-profit. On ne touche pas à l'equity, on ne propose pas en fait, d'avance remboursable ni de prêt. Initialement, en fait, Semia est un incubateur allègre. Notre mission, en fait, depuis 1999, était d'évoluer principalement à la valorisation de la recherche publique. Et depuis 2004, nous nous ouvrons à tous les porteurs de projets innovants, qu'ils soient issus de la recherche publique, du privé, et quel que soit leur domaine d'activité. Nous sommes donc un incubateur, en fait, généraliste. Alors, notre mission et ambition, c'est de développer notre territoire avec l'écosystème de l'innovation, dont une partie est bien évidemment présente autour de cette table. Et pour cela, nous détectons et accompagnons en fait les projets d'entreprises innovantes vers leur croissance. Alors, les principaux indicateurs, ils ne sont pas très innovants, ce sont les emplois. Par exemple, sur une enquête en fait, de fin d'année sur 190 startups, on avait à peu près 1000 emplois directs. Le CA, le chiffre d'affaires, est aussi un fort indicateur. Bien évidemment, les forts impacts social et médical et les levées de fonds, je vais le dire quand même, quant à elles, sont pour nous en tout cas qu'un moyen d'y parvenir. Notre seule et unique en fait vocation et ambition en fait est la réussite des projets que nous accompagnons et bien sûr nous les accompagnons avec l'ensemble de l'écosystème de l'innovation. Alors justement, comment est-ce que vous accompagnez les startups chez Semia? Comment ça se passe? Alors, bien évidemment, après la sélection détection, on a deux phases dans l'accompagnement. On en a une première qu'on appelle incubation collective. C'est une starter class en fait avec 10 ou 12 projets qui durent environ 3 mois. Là, les porteurs vont être challengés sur leur modèle économique. On a établi avec eux finalement en fait une feuille de route cohérente et pragmatique avec des jalons techniques, business, financiers, juridiques et réglementaires. On en a beaucoup parlé en fait pendant ce week-end et surtout en fait avec des premières validations d'intérêt sur le marché. En somme, on peut dire que le premier livrable en fait de cette starter class, c'est un business plan intermédiaire. Après ça, en fait, on a une phase de comité d'engagement. Là, l'ensemble de l'écosystème de l'innovation va se réunir autour d'une table pour savoir en fait si finalement ils rentreront en fait dans la deuxième phase, qui est l'incubation individuelle, qui dure quant à elle 24 mois ou plus. Ça dépend du biorhythme un petit peu de ces projets. Il est souvent très personnalisé. Il dépend du secteur d'activité, du niveau de maturité du projet, mais aussi de l'équipe et des besoins. Globalement, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aider les startups dans l'ingénierie en fait financière. On va valider leur modèle économique, on va rechercher des financements publics et privés et on va mettre en relation bien évidemment l'ensemble de ces startups, de ces projets avec l'écosystème de l'innovation, BPI, Accro, la région, BioVallée France et bien d'autres. La mise en relation aussi avec des investisseurs privés de toute taille, du business angel en passant par la family office ou encore les fonds corporate ou des fonds d'investissement beaucoup plus grands, les corporates bien évidemment. On a aussi en fait tout un volet en fait accompagnement en fait à l'international avec nos incubateurs partenaires d'Outre-Rhin, d'Heidelberg, de Mannheim, de Tübingen, de Fribourg ou encore de toute la région de Bâle et un programme aussi d'accélération avec BioVallée France, SatConnectus et bien d'autres, l'Eurométropole, NextMed, et je vais en oublier bien évidemment, vers Boston qui, je le rappelle, en fait, va fêter ses 60 ans de jumelage en fait cette année avec le programme Innovo. Oui, Alistair et Michel étaient présents hier pour nous le présenter et c'était hyper intéressant. Et alors, tu nous as parlé de l'accompagnement que vous proposez aux startups, mais comment est-ce que vous sélectionnez et qu'est-ce qui fait qu'un projet a un fort potentiel pour toi? Alors, déjà, au-delà du projet, oui. Je vais quand même parler en fait du fort potentiel d'un projet dans le cadre en fait d'une création du startup. Je préfère quand même préciser.
au-delà de la qualité du projet qui peut être de recherche, nous, en fait, il y a plusieurs dimensions. Et je serai vraiment pas très original, avec une équipe qui a un fort engagement, ça c'est toujours important, fort engagement, qui est complémentaire aussi bien dans les aspects technologiques et scientifiques que business. Complémentaire, pourquoi je veux insister sur cette notion-là? Parce que par expérience, et on l'a vu au niveau de l'écosystème, il est quand même assez difficile de proposer une solution médicale sans l'appui d'une expertise technique et médicale interne. Et très difficile aussi de mener une start-up sans une compétence business en interne. Et je ne parlerai même pas en fait des aspects juridiques, affaires réglementaires, comme on a pu le voir tout au long de ce week-end, qu'il faudra rapidement en fait considérer. Il faut aussi que ce produit soit fortement différenciant et doive répondre en fait à un besoin non satisfait, un unmet needs, comme dirait Guillaume, et aussi un marché qui n'est pas forcément en fait d'ultra niche, sauf bien évidemment dans le cas en fait des pathologies en fait orphelines. Et avec, si on est dans le médical, si possible au début d'avoir une estimation en fait d'un impact médico-économique, et si possible, alors ça je dis bien, si possible quantifiable. Ce produit aussi devra avoir une certaine scalabilité. Par exemple, je vais prendre un exemple, un produit qu'on ne déploiera pas uniquement au sein d'un service ou d'un seul hôpital ou d'un seul pays. Et bien évidemment, l'aspect qui est important aussi pour nous, pour les investisseurs, c'est une technologie qui soit protégée. Donc voilà, en fait, s'il y a l'ensemble de ces ingrédients, il y a de fortes chances qu'il soit à fort potentiel. Mais je reviendrai toujours en fait sur l'équipe, qui est la première chose. C'est le socle, c'est la base. C'est noté. Enfin, surtout, les équipes qui sont actuellement en train de prototyper retiennent bien ces critères-là. Vous remettez un prix d'ailleurs tout à l'heure, le prix CEMIA. En quoi consiste-t-il? Bien, pour le lauréat, ce qu'on propose, en fait, c'est plusieurs séances de coaching sur une durée de 3 mois avec une fréquence qui restera à définir, mais qui sera adaptée, bien évidemment, à la maturité du projet et à l'équipe. Et surtout, et ça, je vais insister dessus, sur son engagement. Alors, concrètement, à partir de ce qui va être réalisé pendant ce week-end, on va travailler ensemble les dimensions en fait, techno, validation marché, business model, réglementation, propriété intellectuelle, j'insiste toujours un petit peu là-dessus. Et on va ajouter un petit point qui est tout aussi essentiel, parfois minoré au début, c'est comment est-ce que je vais financer en fait ma startup? Quels sont les leviers? Avec un grand pragmatisme en fait derrière. Globalement, franchement, l'idée ce serait de maximiser les chances de réussite du projet entrepreneurial avec l'ambition, si évidemment il y a potentiel, et surtout s'il y a motivation de créer à terme une start-up qui sera incubée chez CEMIA aux côtés de ceux qui sont déjà nés chez nous, comme Physimed, Pixacare ou ByBlues, justement, qui était lauréat de l'année dernière et qui est en starter class actuellement et qui est suivi en fait par Romain et Katrina, qui sont coachs en fait aujourd'hui, que je salue. On les salue aussi, ils font un super boulot. Merci beaucoup à eux. Et donc, tu parles de ByBlues qui a participé l'an dernier au hackathon en ligne que nous avons organisé et qui sont déjà en starter class chez CEMIA alors. Exactement, ils ont suivi ce processus que je viens d'évoquer des 3 mois où pas à pas, en fait, on a avancé sur leurs produits, pas à pas, on a avancé sur leur modèle économique, pas à pas, on a avancé aussi vers le marché et son attrait. C'est important d'avoir un marché qui soit bien validé, parce que sinon, créer une start-up, créer en fait du chiffre d'affaires, ça va être plutôt complexe. Et donc, ils sont en starter class et ils passeront, on l'espère, avec brio, en fait, le comité d'engagement qui aura lieu courant avril. En tout cas, c'est hyper enrichissant pour elles puisqu'on les a interviewées dans le cadre du témoignage des gens qui sortent de l'événement. Et elles sont toutes les deux initialement du domaine de la recherche. Et c'est très, très riche et en apprentissage pour elles de découvrir tout ce domaine de l'innovation en santé, de l'entrepreneuriat. Elles sont ravies. Donc, merci beaucoup en tout cas pour tes explications très claires, Guillaume. Et puis, à tout à l'heure pour la remise de prix alors. À tout à l'heure. Je vais continuer avec un autre Guillaume, Guillaume Faki. Bonjour Guillaume. Hello Anna. Est-ce que tu nous entends? Ouais, super. Bonjour. Alors, tu es responsable des programmes stratégiques chez BioValley France. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le rôle d'un pôle de compétitivité en santé? Alors, un pôle de compétitivité, ça a 3 missions principales qui sont de fédérer les acteurs d'un territoire, animer cet écosystème et puis de promouvoir et faire rayonner les expertises du territoire. Et donc, on va être un acteur qui va permettre de fédérer différentes typologies d'acteurs, des entreprises, des toutes petites, des moyennes, des grandes, la recherche académique, l'Université de Strasbourg, l'Université de Nancy, l'Université de Haute-Alsace, la SAT Connectus qui fera la valorisation aussi de la recherche
sur l'Université de Strasbourg et l'UHA, et puis aussi des hôpitaux, des acteurs aussi privés type clinique, mais aussi de plus en plus, on s'intéresse aux associations de patients et aux patients en général. Parce qu'on pense que, alors j'ai suivi un petit peu ce qui a été dit avant lors de l'intervention précédente, on pense que le patient va avoir une place de plus importante dans les processus d'innovation. Absolument. Et d'ailleurs, on insiste pour qu'il soit présent dans toutes les équipes. Et on a réussi à fédérer des associations de patients qui sont hyper dynamiques, là, qui sont présentes à Hacking Health Camp. On a l'AFPRAL, on a l'ANDAR, on en aura d'autres l'an prochain. Et c'est super de voir que cette dynamique de collaboration se met en place. Et pour eux, c'est pas évident pourtant, hein, parce que forcément, un patient n'a pas toujours, la possibilité de s'impliquer dans des événements comme ça. Et on remarque que ça leur apporte de l'enthousiasme et puis qu'ils font réellement, leur voix fait vraiment avancer les choses. Et c'est formidable de les avoir dans cet écosystème. Ouais. Et après, on va intervenir nous aussi pour aider les projets. Nous, on a un prisme plus projet par rapport à la structuration d'une startup. Nous, on va avoir un prisme plus projet d'innovation et on va travailler avec l'écosystème, CEMIA, SAT, et puis les financeurs. Les financeurs qui peuvent être BPI, qui peuvent être la région, qui peuvent être l'Eurométropole. Et on va essayer de trouver des financements publics qui vont venir cofinancer les projets d'innovation. Et donc, ça peut être soit des projets qui sont portés par une structure, là, c'est plutôt type entreprise, ou alors des consortiums qui sont composés d'entreprises et de laboratoires de recherche publics. Et là, on va du coup aller chercher du financement public pour cofinancer ces projets-là. Ce qui permet du coup de faire effet levier et d'amener, de réduire le risque des porteurs de projets par rapport à un projet d'innovation qui est risqué. Okay. Donc ça, c'est les opportunités que vous pouvez offrir à des projets issus de Hacking Health Camp. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Guillaume en a un peu parlé. Il y a des programmes d'internationalisation, notamment le programme vers Boston. Après, on est aussi très en lien avec le Québec, avec le Canada. Il y a aussi historiquement des relations très fortes avec l'Allemagne et la Suisse, puisque BioValley, en fait, est un cluster trinational où on a notre équivalent en Allemagne et en Suisse. Et donc, maintenant, avec la grande région, on a aussi accès au Luxembourg, à la Belgique. On a aussi des liens avec Israël, qui est aussi un État qui a une vraie politique d'innovation, et notamment en santé. Et puis le Japon, avec qui on a aussi beaucoup de liens, là plutôt sur la partie biotech pharma. Ouais, ça veut dire que donc vous pouvez proposer vraiment une ouverture à l'international aux entreprises, aux projets qui deviennent des startups à l'issue de Hacking Health Camp. L'idée est vraiment de les confronter très rapidement à des problématiques qui sont des problématiques de market access. Chaque marché a ses spécificités. Si on parle de la santé, les processus de remboursement, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes en France qu'en Allemagne ou aux États-Unis. Il y a aussi des différences culturelles. On ne parle pas à un Américain comme on parle à un Français. Il y a une culture du risque qui est complètement différente aux États-Unis. Et donc, il faut se préparer. Et c'est dans ce sens qu'on essaie effectivement d'avoir des programmes qui sont portés par l'écosystème. Et ça, c'est important parce que Guillaume l'a dit, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a des écosystèmes qui peuvent vous accompagner. On est là pour vous faciliter les choses, vous faire gagner du temps, réduire vos risques. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter et que vous contactiez CEMIA, que vous contactiez la SAT, que vous contactiez l'Eurométropole. On vous redirigera vers les bons interlocuteurs. Alors, je sais que tu travailles aussi sur un projet qui s'appelle OpenCare, enfin qui n'est plus un projet d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement? On va dire que tu pourras nous pitcher ça comme les porteurs de projets du hackathon. Et surtout nous dire quelle est l'opportunité qu'il constitue pour une start-up en santé. Oui, alors juste pour recadrer, c'est un projet qui est intégré dans un projet qui a été présenté au plan d'investissement d'avenir. Sur un appel à projet qui s'appelle Territoire d'innovation. Et un ensemble de partenaires, alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a une vingtaine, mais juste pour donner quelques exemples, il y a la CPAM, il y a l'ARS, il y a l'Université de Strasbourg, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, il y a l'URPSML, l'Union des professionnels de santé médecine libérale, il y a les pharmaciens qui sont aussi dans le projet,
il y a des territoires plus ruraux comme Saverne qui ont déposé un projet pour essayer de transformer les approches de santé sur les territoires, les expérimenter et inventer des nouveaux modèles de santé. Et si ça marche, après de pouvoir les déployer sur d'autres territoires français. Et dans ce cadre de ce projet-là, une des volontés du projet, c'était d'impliquer les citoyens. Et donc, pour répondre à cette problématique et pour répondre aussi à une problématique là qui est plus d'entrepreneurs, c'est comment je peux très rapidement me confronter au terrain. Et donc, la proposition avec un ensemble de partenaires que je coordonne, c'est de créer de faire d'un territoire un outil d'expérimentation et de pouvoir mener des études, des expérimentations d'usage avec des solutions qui sont déployées chez les gens en conditions de vie réelles. Et de pouvoir mesurer l'usage, et pour compléter ce que Guillaume disait, de pouvoir mener des études médico-socio-économiques, de regarder les bénéfices médicaux, de regarder les bénéfices économiques, mais aussi de mesurer l'expérience citoyen de ces solutions. Alors, je parle de citoyens parce qu'on vise aussi à accompagner des projets qui sont sur de la prévention primaire. Et la prévention primaire s'adresse au grand public. Donc, c'est d'essayer d'éviter que les gens déclenchent des pathologies et pas d'attendre qu'ils aient déclenché des pathologies pour intervenir. Ouais, ça a fait l'objet de toute la matinée d'hier sur la prévention en santé. C'est vraiment un sujet qui est passionnant. Et donc, pour accompagner les entreprises, et les startups notamment, c'est justement de pouvoir permettre à un projet d'aller très rapidement être déployé chez les gens et de mesurer l'acceptabilité de la solution vis-à-vis des usagers qui visent. Mais super, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste en profiter avant de clore ton intervention pour remercier une partie de l'équipe BioVallée qui participe comme coach au hackathon. Donc, on remercie Harouni, Emmanuel et David d'être des nôtres. Toi aussi, Guillaume, tu es coach. Donc, merci beaucoup pour votre implication. L'apport les conseils que vous apportez aux équipes sont vraiment précieux. Donc, merci pour votre engagement et merci pour ces infos et ton partage d'expérience. À bientôt. Je vais passer maintenant à Pasquine Constant qui a eu la gentillesse de venir nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Pasquine. Rebonjour Anna. Rebonjour. Donc tu es directrice d'incubateur à Strasbourg, qui vient d'arriver. C'est une structure qui vient de s'installer à Strasbourg. C'est pour ça qu'on te reçoit pour la première année. Est-ce que tu peux nous présenter Incubator ? Alors, Incubator est tout nouveau à Strasbourg, mais n'est pas nouveau dans la France. On existe depuis 2016. On est présent maintenant dans 8 villes en France, donc Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon, j'ai déjà dit Strasbourg et Lille. Ouais. Et bientôt Paris, le bureau est en train d'ouvrir. On est le premier réseau d'innovation privé. Alors, c'est là où je me différencie de tous les échanges qu'on a eus jusqu'à maintenant. En France, on est vraiment présent dans tout le territoire et l'objectif, c'est vraiment de pousser l'innovation dans tout le territoire en aidant les porteurs de projets en fonction des différentes maturités. Mais ça, j'en parlerai sûrement après. D'accord. Alors justement, quel est le type d'accompagnement que vous proposez aux startups que vous recrutez ? Alors, en fait, on ne recrute pas des startups. Oui. On recrute vraiment c'est pas du recrutement non plus. On cherche à accompagner des porteurs de projets en fonction de leur maturité. Donc, on peut accompagner des porteurs de projets qui sont des personnes qui n'y connaissent rien dans le digital et qui se disent « Ah tiens, j'aimerais bien vraiment apprendre ce que c'est qu'Internet, le digital, le web, créer une appli, etc. » Donc là, on a un type d'accompagnement qui s'appelle Incadémie, qui nous permet de former des personnes à tout ce qui est digital. Ensuite, on a une branche qui, on va dire, s'approcherait de juste après le hackathon. Mm-hmm. Donc, pour des porteurs de projets qui ont une idée, qui sont des vrais porteurs de projets, qui sont engagés, qui ont envie de créer leur start-up. Et là, on a une démarche d'accompagnement avec ces porteurs de projets qui dure à peu près 1 an, entre 10 mois et 1 an, où on va accompagner des porteurs de projets dans la définition de leur MVP, donc Minimum Viable Product, donc ce qu'ils ont amorcé lors d'un hackathon comme le Hacking Half Camp, ils vont pouvoir le travailler avec nous. Donc le premier mois, on va travailler sur la personnalité du porteur de projet, sur sa capacité à pivoter, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, et j'ai entendu les différentes interviews que vous avez fait, et c'est la clé. Souvent, la clé de l'histoire, c'est pouvoir rentrer dans un écosystème et pouvoir
entendre ce que l'écosystème dit, les retours qu'on a des patients, les retours qu'on a de l'écosystème, pour se positionner correctement dans son projet. Et ensuite, une fois que au bout de ce mois d'essai, d'échange, où on a 3 ateliers par semaine, on les fait monter en compétences, on décide si on les rentre en incubation. Et là, il y a une grosse différence avec toutes les présentations qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'est qu'on prend des parts dans la start-up. Donc, on va prendre 10% de parts dans la start-up et on va lui mettre à disposition 25 000 € en cash et en fonds propres pour développer sa start-up. Donc ça, c'est le programme d'incubation. Ce programme-là n'est pas seulement destiné aux projets en santé, mais à tout type de projet. Donc ça peut être un projet digital, de plateforme, d'appli, pas seulement en santé, dans tous les domaines. Ça peut être du hardware, ça peut être de l'impact, donc des projets à impact. Ça peut être vraiment, quel que soit le type de projet, tant qu'il y a une innovation digitale. Ensuite, on a un programme d'accélération. Donc là, c'est pour les startups. Ça s'appelle Incroissance. C'est pour les startups qui ont déjà trouvé un marché, qui souhaitent se développer. Par exemple, à l'international. Par exemple, recruter des personnes, parce qu'on sait qu'il y a une vraie difficulté dans ce domaine-là. Par exemple, développer son business à l'international ou au local, où en fait on leur fait un audit 360 qui va leur permettre de savoir, qui va nous permettre et leur permettre de savoir où sont les points qu'ils doivent améliorer. Et on a un programme de 3 mois. Et pour finir, on a un programme d'accélération pour les entreprises, donc dans leur transformation digitale. C'est pour ça, là, j'ai été très intéressée par l'interview qui était... Alors, je ne me souviens plus de la personne qui a fait une interview, juste pas la personne là, la personne d'avant. C'était très... Voilà, c'est ça, exactement. Sur les programmes d'accélération au sein des entreprises, oui, pour faire monter les entreprises et le personnel dans les entreprises en compétences, et aussi pour leur permettre de développer sous la forme de l'intrapreneuriat, oui, ou sous la forme de l'excubation, parce qu'on permet aujourd'hui d'excuber certaines personnes, oui, au sein d'incubateurs. Donc, leur permettre de développer leur projet pour ensuite être réintégrés au sein de leur entreprise. Et donc là, on a un programme d'accélération et on a notamment un programme d'accélération en santé avec Boehringer Ingelheim. Et ça, c'est on vient de redémarrer, on vient de finir un programme en santé avec eux de 3 ans où on les a accompagnés dans leur transformation digitale, notamment en allant chercher des startups qui répondaient à des problématiques pour faire de la co-création avec des personnes en interne. Donc voilà. C'est hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une équipe prometteuse pour toi? Une équipe prometteuse pour moi, on va dire que déjà, chez nous, ils arrivent très souvent seuls. D'accord. Donc déjà, c'est un porteur de projet. C'est un porteur de projet prometteur. Très vite, il a besoin de s'entourer. Oui. Donc là, j'ai entendu les 2 Guillaume en parler clairement. Ils ont besoin très vite de s'entourer, de trouver les bonnes personnes. Très souvent, on va pas dire que c'est très souvent, mais soit ça peut être une personne qui est hyper technique, et oui, là, elle nous dit oh, je ne sais pas comment aborder mon marché, j'ai besoin de pouvoir développer, j'ai besoin de pouvoir me rapprocher de mon client, comprendre ce qu'il veut faire. Et donc là, on va les orienter pour trouver des porteurs, des personnes qui vont les accompagner, soit sous la forme de mentorat, soit sous la forme d'aller recruter des personnes. Ouais. Donc, c'est au démarrage chez nous, très souvent, surtout sur la partie incubation, c'est très souvent un porteur seul qui va avoir besoin de s'entourer des bonnes compétences autour de lui. C'est pour ça que le premier mois, on va aller creuser quelles sont ses compétences pour pouvoir très vite lui dire « Ok, toi, tes compétences, elles sont dans ce domaine-là. Pour développer ton projet, tu vas avoir besoin de compétences en commercial, de compétences en technique, et donc tu vas devoir vraiment t'entourer correctement pour pouvoir avancer. » Donc, une équipe va être associé à un type de projet. Donc, c'est un projet dans le digital, c'est un projet dans le hardware. Si on fait un projet dans le hardware et qu'on ne comprend rien du tout à la techno, on a un petit problème. Donc, très vite, il faut trouver des personnes pour s'entourer. Donc, c'est un porteur de projet, très souvent chez nous, entourer des bonnes personnes pour arriver au bon objectif qui est de sortir le premier projet, le premier produit, derrière pouvoir le développer à l'international, etc. Et au fur et à mesure, on aide la start-up à grandir.